C'est un projet qui permet d'analyser les projets crypto? C'est ça, un peu comme AAA, etc. Mais là, ce Ouais. sera pour la crypto. Je pense que la blockchain devrait être intégrée à des secteurs qui sont déjà existants. Moi, j'ai investi dans des boîtes qui utilisent la blockchain dans le domaine de la boisson, par exemple. Il y a différentes manières d'investir en crypto, hein. On peut faire des choses très stables dans la crypto, même si ça peut paraître fou, mais si. Je préfère m'intéresser à des projets solides comme des boîtes qui se créent, voilà, des startups blockchain qui créent, voilà, vraiment une solution à un problème de la vie réelle en intégrant la blockchain derrière. Je pense que c'est plutôt ça vers quoi il faut s'orienter maintenant. Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons ensemble entrer dans la tête d'une investisseuse ou d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites et leurs erreurs et surtout pouvoir en tirer des enseignements concrets pour pouvoir affiner notre propre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Toutefois, avant de commencer, je dois vous rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Que ce soit les invités ou parfois moi-même, nous parlons d'argent, nous parlons d'investissement, nous parlons de projet, nous donnons notre vision sur le marché et tout cela n'engage que nous et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Ceci étant dit, on attaque par ce nouvel épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une figure inspirante de la tech, de la finance et du Web3. Ancienne pharmacienne, elle a transformé son parcours pour devenir business angel et fondatrice du Phoenix Capital Club, un club d'investissement spécialisé dans les startups tech, blockchain et crypto. Elle est avec nous pour nous partager son parcours, sa vision et ses conseils. Bienvenue Claire et merci beaucoup d'être là. Bonjour Florian, je suis ravie d'être ici avec toi. Pour commencer, j'ai envie de te poser la question un peu classique de comment tu as découvert les cryptos, qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser et à investir et même encore aller plus loin aujourd'hui, proposer un club d'investissement autour de cet écosystème. Alors, comme tu l'as dit, de base, j'étais pharmacienne. J'ai travaillé quelques années dans une pharmacie, mais je me suis rapidement rendu compte que j'allais pas pouvoir rester là très longtemps. Et donc, en parallèle de ça, je me suis diversifiée. J'ai investi dans l'immobilier. Et ayant réussi à automatiser toutes mes locations, je me suis dégagé du temps qui m'a permis de m'intéresser à la finance. Et en comprenant le fonctionnement du système financier actuel, je me suis orientée vers la finance décentralisée que j'ai trouvé était une excellente alternative aux banques traditionnelles. Et de là, et donc, j'ai commencé à investir en crypto-monnaie. Et puis, chemin faisant, je me suis rendue dans des salons entrepreneuriaux où j'ai rencontré en fait des fondateurs de start-up basés sur la blockchain et j'ai Ok. commencé à investir en start-up. Ok. Au niveau de la crypto, quand tu la découvres, c'est quoi ta porte d'entrée? Quand tu parles de finances décentralisées, est-ce que c'était dans un objectif d'aller chercher des rendements peut-être plus intéressants que dans la finance traditionnelle? Est-ce que c'est Bitcoin? Tu te souviens le premier élément qui t'a fait mettre le petit doigt dedans? Alors oui, clairement, mais en fait, avant d'investir en crypto, j'avais investi un petit peu en bourse, donc j'étais un petit peu sur cette optique de jouer un petit peu avec les courbes. Et eh bien, il y avait le halving du Bitcoin qui devait arriver prochainement, et je me suis dit tiens, ça serait bien d'investir dedans avant le halving, car potentiellement, mais je pourrais faire en fait des gains. Donc c'est vrai qu'au départ, j'étais Ouais. partie sur une dimension un peu spéculative. Et puis c'est ensuite, en creusant un peu le sujet, que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça et qu'il y avait clairement derrière toute une technologie à aller comprendre, voilà, pas juste spéculer. Ouais. Ok. Et du coup, tu t'es intéressé à différents écosystèmes dans la crypto? Je me suis intéressée aux principaux, Bitcoin, Ethereum, Solana, et puis ensuite j'ai acheté quand même pas mal d'altcoins. Mais au final, je me suis dit, bon, c'est pas tellement intéressant de faire du trading juste pour faire du trading. Je Ouais. préfère aller chercher directement des projets qui utilisent la blockchain, mais voilà, pour créer quelque chose de concret
puisque en fait, moi le trading c'est pas forcément ce que je recherche en priorité. Je veux vraiment Mm. soutenir des projets qui vont permettre d'ancrer la blockchain dans le monde réel. Ouais, c'est-à-dire que si je comprends bien, il y a un côté spéculatif qui peut t'intéresser, mais ce qui va t'intéresser, c'est pas de faire de l'achat-revente de crypto, Non, quelle qu'elle soit, c'est plutôt d'aller investir dans des entreprises qui, elles, vont construire en c'est utilisant la technologie blockchain. c'est ça. J'ai toujours des cryptos que je garde pour faire un peu de trading comme ça, pour jouer un petit peu sur la hype. Mais moi, ce que je préfère, c'est soutenir des fondateurs, soutenir des boîtes qui créent de vrais projets avec derrière la volonté de clairement faire intégrer la blockchain dans l'utilisation quotidienne qu'on en fait actuellement. Mm. T'as découvert en quelle année? La crypto-monnaie en 2023, c'est assez récent. Ouais, ok. Et avant, t'investissais dans des startups? Non, jamais, jamais. Les premières startups dans lesquelles j'ai investi, c'est en 2024. Donc c'est tout récent. Mais bon, là, maintenant, j'ai, j'ai quand même investi dans plusieurs boîtes depuis, parce qu'en fait, je me suis vraiment mis dedans à fond. Et maintenant, j'analyse des decks, etc. Et je rencontre des fondateurs, je vais à plein de salons. En fait, ça a pris une dimension assez exponentielle là, Mm. en peu de temps. Aujourd'hui, c'est ce qui occupe principalement tes journées? Ah oui, oui, je fais que ça, du matin au soir. D'accord. J'analyse des decks, voilà, je crée du contenu pour les membres qui me suivent, j'explore des projets, je regarde les événements qu'il y a prochainement, je m'inscris, je découvre le monde startup blockchain à fond depuis 1 an. Ta plateforme de prédilection dans la communication et le partage de ton expérience, de ce que tu apprends, c'est sur LinkedIn, c'est ça? Oui, je suis beaucoup sur LinkedIn puisque j'aime bien transmettre avec du texte. C'est la plateforme que je préfère. Et puis c'est là où je fais le Ouais. plus de connexions, puisque les gens viennent vers moi, m'envoient les decks, je suis en relation avec pas mal de fondateurs, et moi j'aime bien cette plateforme, elle est très interactive. Ouais, ok. Bah, du coup, je mettrai le lien de ton LinkedIn pour ceux que ça intéresse Oui, dans la description de cette vidéo. merci. Et tu disais, avant, tu étais dans l'immobilier. Mhm. Tu fais toujours de l'immobilier? Alors oui, actuellement j'ai toujours des appartements qui tournent, hein, puisque je les ai mis en location courte durée, ce qui m'a permis d'automatiser les entrées et les sorties. Donc ça me permet d'avoir un petit peu une base, on va dire, financière, mais je m'en occupe plus tellement, puisque en fait moi mon centre d'intérêt maintenant c'est la tech. Ouais. Et l'immobilier, t'as commencé il y a combien d'années? Au immobilier, il y a une dizaine d'années. Ce qui m'a D'accord. permis d'acquérir Ok. un certain patrimoine. Voilà, j'ai plusieurs immeubles qui tournent. Et donc, bon, j'ai l'esprit tranquille par rapport à ça. Mais voilà, je tiens pas à faire ma vie dans l'immobilier. J'ai trouvé, j'ai trouvé ce qui me plaît réellement. La blockchain, la tech, les startups. Ouais. On Et s'ennuie jamais. pourtant, enfin, parce que je fais un petit peu d'immobilier aussi, Oui, moi je suis plus sur du meublé longue durée, d'accord. justement parce que, alors c'est peut-être, du coup tu vas me dire un a priori un peu faux, mais c'est que la courte durée en fait c'est assez chronophage, ça prend du temps, c'est plus de problèmes à gérer. Quand bien même on arrive à automatiser, on est plus ou moins sollicité régulièrement. Euh, comment tu fais toi pour du coup te dégager du temps de tout ça? Alors moi, j'ai un avis qui est en fait inverse au tien, puisque en fait, avant de faire de la courte durée, j'ai fait de la location longue durée. Et j'ai eu plus de problèmes en location longue durée puisque j'ai eu des D'accord. à payer, etc. Ok. Après, je pense que ça dépend de la région dans laquelle on se situe, hein, puisque bon, moi je suis du Nord et voilà, tout dépend aussi des classes sociales auxquelles on a affaire. Mais moi, en tout cas, là, en courte durée, j'ai beaucoup de travailleurs qui viennent, ils passent la semaine, ils s'en vont. J'ai du personnel sur place qui s'occupe des appartements. Donc en fait, je suis pas du tout embêtée, beaucoup moins qu'avant. Donc, Ok. ouais. Donc, t'as trouvé du coup du temps et du confort de vie en allant vers une exploitation en courte durée. C'est ça. Pour moi, ça s'est fait comme ça. Oui. Ok. Et je voudrais revenir sur ton passage à temps plein sur la partie investissement. C'est depuis combien de temps que que t'as arrêté l'activité en pharmacie et que t'es du coup passée investisseuse, on va dire, à temps plein? J'ai arrêté la pharmacie un peu avant le Covid. Ok. Et donc pendant le Covid, c'est là que je me suis formée toute seule. J'ai lu des tas de bouquins sur la finance, etc. Je me suis renseignée beaucoup sur la crypto à ce moment-là.
Et en fait, je ne fais que ça depuis, oui, à peu près le Covid, parce que déjà pendant le Covid, mes appartements tournaient. Moi, je me suis formée de mon côté, et Ouais. puis maintenant, par contre, j'ai trouvé plutôt ce qui me convient en termes d'appétence, on va dire, avec la Mm. chaîne, depuis à peu près 2 ans. Ok. Et aujourd'hui, en termes d'allocation d'actifs, en termes de pourcentage entre immobilier, bourse, crypto ou du coup start-up qui s'apparente à du private equity, comment tu le... Alors tout ça est en train de bouger, puisque en fait, il y a encore 2 ans, j'avais 95% de mon patrimoine en immobilier. Et c'est ce qui Ouais. m'a fait aussi me dire, mais Claire, il faut que absolument tu te diversifies, tu peux pas garder Mm. tout en immobilier. Et donc là, je tiens à déplacer un petit peu mon allocation. J'ai vendu des appartements, donc là maintenant, on va dire que je suis à peu près à 60% en immobilier, peut-être 40% en start-up, et puis voilà, plutôt 50% immobilier, 30% start-up, et puis le reste en crypto. D'accord. Ouais. Ok. Et en termes de ton profil de risque, ton aversion au risque, tu le situes comment? Parce que l'immobilier, on le dit comme un placement plus sûr, la crypto plutôt très risqué, Oui. l'investissement startup également très risqué. Mm. Alors, j'ai une base assez stable effectivement avec l'immobilier, ce qui me permet, quand je fais de la crypto, en fait, d'avoir un profil très risqué. Mm. Donc j'ai clairement pas mal d'altcoins, etc. Pourquoi? Mais parce que je sais que derrière j'ai mes revenus récurrents avec l'immobilier, donc ça me dérange pas d'aller jouer, voilà, Mm. sur des cryptos un peu, voilà. Et puis pour le profil startup, ben oui, je sais que c'est risqué. Après, bon, j'investis quand même pas dans n'importe quelle boîte. Je sélectionne les boîtes dans lesquelles j'investis. Donc oui, c'est risqué, mais à mon sens, enfin moi, je trouve pas que ce soit très risqué. Ouais, Dépend en fait la façon dont on le fait. Si on a bien réfléchi mûrement avant, si on connaît bien les fondateurs, on a pris le temps de discuter avec eux, on a étudié le projet, on a compris le marché. Enfin, je pense qu'on diminue fortement son risque à partir du moment où on comprend dans ce dans quoi on investit. Le risque est clairement diminué, hein. ouais, bien sûr, c'est sûr. Avoir des convictions, c'est hyper important quand on choisit d'investir dans un projet Oui, crypto ou dans une entreprise directement, quelle qu'elle soit. oui. Et au niveau de la bourse, Alors la bourse, j'ai revendu toutes mes actions en bourse parce que j'en ai fait un petit moment pour on va dire pour comprendre déjà le marché et puis voir s'il y avait des rendements possibles. En fait, à partir mm, du moment où j'ai découvert l'univers crypto startup, j'ai compris que les fluctuations allaient être beaucoup plus importantes et je me suis dit, mais quitte à jouer à faire du trading, autant le faire sur de la crypto plutôt que de la bourse. ouais. Bah là-dessus, on se rejoint. Moi, je sais que j'ai quasiment rien en bourse Ouais. parce que je trouve que la crypto est beaucoup plus intéressante en termes de potentiel de gain, même si effectivement il y a un petit peu plus de risques. Bien sûr. Si on se positionne, en tout cas principalement sur Bitcoin, je trouve que le risque reste quand même très modéré Oui. et beaucoup plus intéressant en termes de performance que la bourse La bourse. traditionnelle. Ouais, c'est Oui. clair. Je te propose maintenant de parler un peu des startups que tu choisis et après on abordera plus la partie crypto. Aujourd'hui, tu es positionné donc sur différentes startups. Comment tu les choisis, ces entreprises? Alors déjà, je regarde l'équipe fondatrice. Ça, c'est très 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 important. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime aller directement les rencontrer sur place, sur les salons. Puisque quand je sens que les fondateurs sont solides, qu'ils ont de l'expérience derrière, qu'ils ont déjà créé des choses par eux-mêmes, qu'ils sont capables de piloter, etc. Là, pour moi, c'est clairement un indicateur vert. Hmm. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, ben forcément, je regarde le projet. Donc, il faut que le projet soit cohérent, il faut qu'il y ait une demande derrière, il faut qu'il résout une problématique qui soit réellement existante. Ouais, C'est-à-dire que s'il y a vraiment une problématique auquel les gens sont confrontés, ils vont forcément chercher une solution. Si ouais, voilà, si la personne arrive avec la solution au problème, eh bien clairement, pour moi, oui, il y a possibilité de faire de l'argent. Ensuite, bah, la capacité à pivoter, hein, ça, puisque en fait on ne sait pas quelles vont être les circonstances sur le parcours du chemin de la boîte, donc il faut que l'équipe soit capable de se réorienter en cas de souci. Ça c'est hmm, hyper important.
Ensuite, je regarde la taille du marché, forcément, puisque il vaut mieux prendre une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un petit gâteau. Donc ça, ça c'est l'un des critères fondamentaux que j'analyse. Et puis, ensuite, il y a un tas d'autres conditions que je regarde, notamment le ticket d'entrée, par exemple. Il faut que ce soit quand même cohérent aussi par rapport à la valorisation de la boîte. Voilà. Mais les critères principaux, c'est cela. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des projets dans lesquels tu as investi ou tu comptes investir que tu auras envie de nous partager? Alors, j'analyse beaucoup de decks et c'est vrai que je suis en contact avec pas mal de gens, mais les projets que j'estime les meilleurs et dans lesquels je vais bientôt investir, je les garde confidentiels. Je les partage aux gens qui sont dans ma communauté. Ok, Et pour une raison simple, c'est que voilà, c'est beaucoup de travail et que bien sûr. j'estime que si on veut vraiment gagner de l'argent, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Et donc, moi, je fais tout pour, et les gens qui me suivent savent que je suis sérieuse dans mes analyses. Et donc, ça n'aurait pas d'intérêt pour moi d'aller. Divulguer, ok, Voilà. ça marche pas de souci. En termes d'horizon d'investissement, quand tu te positionnes sur ces entreprises, Oui. l'objectif c'est un retour sur investissement. Euh, T'attends un multiple, c'est une durée, c'est quoi l'objectif financier derrière? Alors, je regarde deux choses. Oui, d'une part, la durée et ensuite le multiple. Alors, la durée, en général, moi, je pars du principe qu'on est à peu près parti pour une durée de 5 ans. Mhm. Maintenant, s'il y a des boîtes qui permettent un exit avant ce qui arrive, hein, parfois on peut sortir à 2 ans, ça pour moi c'est déjà hyper intéressant. Par contre, des boîtes où on va être bloqué pendant au moins 7 ans, ça l'est beaucoup moins, puisque Mhm. en fait, moi j'ai besoin que l'argent tourne, donc je peux pas bloquer mon argent comme ça pendant plus de 7 ans. Et ensuite, je préfère faire un multiple de x5 voilà, en 2 à 5 ans plutôt que faire un x 50 dans 8 ans, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. je privilégie les startups qui offrent comme ça une certaine flexibilité au niveau de Mhm. la sortie et avec un ROI correct. C'est Voilà. quoi que tu vises quand tu dis correct? Mais déjà, x5, c'est bien. Après, si c'est plus, c'est mieux. Mais je pense que x5, c'est déjà très, très bien. Fois 5 en 5 ans, Ouais. par exemple. 5 ans ou un peu moins, ça Mhm. dépend des boîtes. Mais Ok. après, si c'est 5 ans, ça peut être plus que x5. Mhm. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Avec dedans possiblement des entreprises qui survivront pas aussi, possibilité de Alors perte voilà. en capital. Tout à fait. Même si on trie les startups, il y a toujours un risque que l'entreprise échoue. Ça, il faut bien en avoir conscience quand on investit dans une startup. C'est un risque que l'on prend. On minimise ce risque au maximum, mais on peut pas être à l'abri d'une perte. Ouais. D'où Mhm. l'intérêt d'investir dans plusieurs boîtes et pas concentrer tous ses actifs dans une seule et même entreprise en se disant que ça va être vraiment la pépite du moment. Non. Mhm. Bien sûr. Et du coup, pour pouvoir aller découvrir, rencontrer les fondateurs et comprendre les projets qui feront peut-être les licornes de demain, ce que tu me disais, c'est que tu fais beaucoup d'événements. Tu es amené du coup à te déplacer pas mal. Oui. Et c'est quelque chose qui te plaît? Oui, j'adore faire ça. Ouais. J'adore discuter avec les fondateurs, j'adore découvrir leurs projets, ce qui les a amenés surtout à créer ce projet, parce que derrière chaque projet, il y a toujours une histoire. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est de m'intéresser tout simplement au passé des fondateurs. Et puis, faire les événements, pareil, j'aime beaucoup ça en fait. J'aime me Mm. déplacer à travers la France. Et puis là, prochainement, je vais à Vivatech demain. Ok. Donc, À la recherche de nouvelles entreprises. Ton objectif quand tu vas dans des événements comme ça, c'est potentiellement de découvrir les entreprises dans lesquelles tu investiras demain. c'est ça, j'y vais avec un objectif clair, c'est oui, découvrir
les meilleures entreprises, Mhm. découvrir aussi des personnes intéressantes, puisque bon, en fait, on noue des liens humains aussi avec les fondateurs. Hein. C'est pas simplement on met son argent et on attend que ça tourne. Non, on crée des liens, on se crée un réseau, on élargit son réseau. Euh, voilà, c'est un ensemble en fait. Hein. Mhm. Et du coup, dans ton club d'investissement, tu proposes des entreprises dans lesquelles il pourrait être intéressant d'investir. Oui. Et toi, systématiquement, du coup, c'est des fonds aussi que tu engages de ton côté. Oui, moi aussi, j'investis dans les boîtes que je propose. Alors, je propose quand même un éventail assez large d'entreprises pour pas restreindre, on va dire, le secteur sur simplement la blockchain. Mhm. Mais en général, j'investis dans celles que j'estime les meilleures, je vais investir dedans. Mhm. Ok. Et pour la partie crypto, aujourd'hui, tu te positionnes quand même sur des projets crypto. T'en aurais combien en portefeuille? À peu près une quinzaine. Ok. Bon, ça reste raisonnable, on va dire. Oui, 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 oui. Bah, après, il Et faut c'est les ce qu'il soutenir, faut. hein. Parce que déjà, je ne fais pas que ça, je fais de l'immobilier, j'investis en start-up, ça demande beaucoup de travail. Mm. Si après j'ai trop de projets dans mon portefeuille crypto, il faut pouvoir suivre ces investissements, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mm. Bah oui, bien sûr. Et dans ton club, tu parles de projets crypto, de jetons, plus que de parts d'entreprise. Alors, je parle essentiellement, je donne des actualités sur la crypto en général. Après, je me focalise pas sur des jetons spécifiques, puisque en fait, il y a déjà énormément à dire avec les startups qui se créent, les projets. On fait des visios aussi avec les fondateurs parfois. On fait des Mhm. lives ensemble où les fondateurs viennent présenter leurs projets. Donc, déjà rien que ça, c'est une très très grosse partie. Et je pense qu'il faut pas trop s'éparpiller, Mm. rester concentré sur un domaine. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais, quand tu t'es intéressé à Bitcoin et aux cryptos, je dis Bitcoin parce que tu m'as parlé du halving, Mm. euh, potentiellement avec une hausse après le halving. Donc ça fait référence au cycle du Bitcoin, cycle de 4 ans. Euh, quel est ton avis sur le sujet aujourd'hui? Parce il y a pas mal de doutes du coup sur le cycle de 4 ans qui pourrait être remis en question avec l'arrivée notamment des institutionnels, l'arrivée des ETF depuis janvier 2024. On voit que le flux de liquidité vient principalement d'eux et beaucoup moins des particuliers. On voit qu'il y a un changement de main des bitcoins qui passent des particuliers aux entreprises. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors oui, effectivement, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait un déplacement de la détention des bitcoins du particulier vers les gros fonds monétaires. Alors, ils ont clairement la possibilité de jouer sur le marché, mais je pense que l'investisseur particulier doit garder sa place dans la détention du bitcoin, puisque le bitcoin va devenir de plus en plus rare et à mon avis, c'est pas le moment de le laisser passer aux mains Hmm. de personnes qui pourraient contrôler le marché. Et avec un bitcoin qui est revenu au-dessus des 100 000 dollars, hein, ça fait plus d'un mois maintenant qu'il évolue au-dessus. Tu penses que c'est pas trop tard? C'est difficile de se projeter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça continue de monter, certains risqueraient de regretter de ne pas en avoir. Donc, vaut mieux quand même, je pense, rentrer petit à petit pour ceux qui n'en ont pas encore, même si effectivement il est haut, mais il y aura toujours la possibilité d'en racheter s'il redescend, plutôt que de pas rentrer du tout et puis d'ensuite de le voir exploser si jamais les marchés sont plus ou moins manipulés. Hein. Ouais. Et par rapport au cycle de 4 ans, si on s'y réfère, on aurait, du coup, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on pourrait avoir un top, du coup, sur la fin d'année. Est-ce que donc cette théorie des cycles, est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte dans tes investissements ou pas du tout? Alors, je prends en compte cette théorie des cycles, mais j'ai remarqué que les cycles étaient quand même beaucoup moins tranchés qu'avant. Donc, je pense qu'il faut quand même continuer en tout cas pour ceux qui en ont pas encore, continuer de rentrer petit à petit, puisque les cycles ne seront plus du tout les mêmes que ceux qu'on a eus auparavant. Ouais. Il y en a qui parlent de super cycle et du coup, qui est potentiellement plus de marché baissier, en tout cas comme on l'a connu sur Bitcoin,
avec du moins 70, moins 80%. C'est un risque, oui, c'est possible. C'est un Hmm. risque, ça dépend de quel côté on se situe. Ouais. Pour ceux qui sont pas encore rentrés, c'est un risque. Ouais. Je disais, c'est que si ça redescend plus, en tout cas plus beaucoup, il vaudrait mieux quand même commencer à rentrer. Après, pour ceux qui en ont déjà beaucoup, tant mieux. Hmm. Et comment tu perçois les alts? C'est quoi ta vision sur les alts versus Bitcoin? Bon, il y a beaucoup de projets qui se créent, on ne sait pas exactement voilà ce que ça va donner à l'avenir. Moi là pour l'instant, je suis plus sur une dimension spéculative. J'ai pas forcément je trouve que c'est encore un peu trop on va dire aléatoire tout ça. Donc Mhm. voilà, c'est pour ça que je rentre pas non plus trop à fond dans l'analyse technique de tous ces projets alternatifs. Je reste concentrée sur les principaux, je spécule un peu avec les autres, mais je préfère m'intéresser à des projets solides comme des boîtes qui se créent, voilà, des startups blockchain qui créent, voilà, vraiment une solution à un problème de la vie réelle en intégrant la blockchain derrière. Je pense que c'est plutôt ça vers quoi il faut s'orienter maintenant. Et ces entreprises-là qui construisent sur la blockchain ne vont pas forcément proposer un jeton. Ah non, pas toujours. Non, 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 non. C'est ça en fait, hein, c'est que il faut différencier blockchain quand même et token. Il y a des entreprises basées sur la blockchain qui n'émettront pas de jetons. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça que je trouve intéressant, parce que ce que je dis souvent sur la majorité des alts, en réalité, le projet pourrait très bien fonctionner sans jetons. On le Mm. voit par exemple avec Base, qui est un des, voire le layer 2 le plus utilisé d'Ethereum Oui, et qui n'a pas de jetons. Alors qu'on voit Optimism, Arbitrum ou encore Polygon qui a eu son heure de gloire au cycle précédent, oui. ils ont un jeton qui est utilisé pour les gas fees, pour le stacking, mais Base fonctionne extrêmement bien sans jeton. Sans Donc jeton. c'est vrai qu'on peut se poser, enfin il faut se poser la question de la cohérence d'avoir un jeton dans l'écosystème, Ah, puisque en c'est fait, pas avoir un obligatoire. jeton, il faut que le jeton soit utile réellement. Si c'est pour simplement émettre un token qui va être purement spéculatif, enfin, pour moi, ça n'a pas réellement d'intérêt. Ben, en réalité, moi je le vois de la manière suivante, c'est que ces jetons-là, ils servent à lever des fonds, Oui, tout oui. simplement. C'est ça en réalité. Et derrière, s'il n'y a pas d'usage, dans le temps, et c'est ce qu'on observe, hein, c'est que la majorité des jetons, après, ils vont à zéro. Voilà, c'est pour ça. Pour ça, je préfère investir dans le projet plutôt que dans le token. Hmm. Mm. Et du coup, principalement sur Bitcoin et après sur les autres, comment tu te positionnes dans ta stratégie d'achat et de revente? À quel moment tu vas dire, bah là, ça peut être un moment intéressant de se positionner, ou là, je vais plutôt sortir du projet. Mais globalement, quand il y a une baisse assez significative, je rentre. Mhm. Et puis quand il y a une hausse significative, je sors en partie, mais jamais en totalité. Hein, j'en sors un petit peu, et puis voilà, je joue un peu comme ça sur les fluctuations, mais dans le but de toujours augmenter en fait mon capital alloué à la crypto-monnaie. Mhm. Le but c'est qu'il soit croissant en fait. Hein. Même si voilà, entre deux, on va dire, je joue un peu sur les tendances, mais voilà, mais je pense qu'il faut rester dans le marché, il faut pas tout sortir dès qu'il y a une hausse importante. Parce qu'on ne sait Mhm. pas derrière, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Personne n'a de boule de cristal pour savoir de quoi demain sera fait. Et le marché, en plus, a souvent tendance à prendre la majorité à contre-pied et faire l'inverse de ce que le consensus pense. C'est ça. Mais les marchés sont manipulés plus ou moins, donc dans le but de jouer avec la psychologie Hmm. de l'investisseur derrière, enfin du petit investisseur ou de l'investisseur débutant. Donc c'est pour ça que, en tout cas pour ceux qui n'ont pas suffisamment de recul, je pense faut rester sur le marché et puis pas perdre son sang-froid à chaque fois qu'il y a des variations. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir émotionnellement fort dans ton parcours d'investisseuse? Les débuts, oui, les débuts où j'ai investi en crypto, où je voyais les vagues, ça me faisait des Ouais. sueurs un peu froides, j'avais envie de tout sortir dès que ça montait. Au final, après ça redescendait. Ouais, les débuts c'était un peu, voilà, on sait pas trop où se situer. Ouais. Et puis bah, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul en fait, hein. Et puis commencer à investir, je pense petit à petit, voir un peu comment les cycles évoluent. Faut aussi s'imprégner des chiffres. Ça c'est hyper important. Il faut connaître par cœur
les valeurs en fait des tokens selon les périodes. Mhm. Et ça, c'est avec l'expérience. Et puis, il faut pas trop jouer, je pense, surtout quand on est débutant. Ouais. Quand tu dis pas trop jouer, c'est pas prendre trop de risques. C'est ça, faut investir. Au départ, faut rentrer avec des petites sommes et puis voilà, s'amuser. Pour ceux qui veulent faire du trading, s'amuser à faire des petites entrées, des petites sorties. Après, pour ceux qui veulent faire sur le long terme, il faut faire ça en DCA, je pense. Mais faut pas. Je pense qu'il faut, pour ceux qui débutent, faut pas trop s'amuser à vouloir battre le marché ou ça. C'est non, on peut pas. C'est quoi pour toi ton plus gros échec ou ta plus grosse erreur dans l'investissement crypto? Mais moi, j'ai quand même été assez prudente dès le Ouais. départ, donc j'ai perdu un peu d'argent au début puisque je connaissais pas encore les cycles et tout, mais c'était plus sur les altcoins où peut-être je suis pas rentrée au meilleur moment, mais au tout début. De toute manière, au tout début, on rentre jamais vraiment au meilleur moment puisqu'on ne connaît pas le marché. Donc ça, c'est normal. Mais ce qu'il faut, c'est se dire c'est normal, c'est je commence à investir, donc je vais forcément perdre un peu d'argent au début. Je garde mon sang-froid, je continue d'observer, et puis après on n'en perd plus et on commence à en gagner. Tu parles de garder ton sang-froid, tu penses que c'est des émotions qui t'ont poussé à prendre des mauvaises décisions ou juste la méconnaissance du marché? Non, au départ, quand on rentre, on connaît pas bien le marché, on n'est pas encore habitué, donc c'est plutôt la méconnaissance. C'est pour ça Ouais. que j'expliquais, c'est pareil avec les startups, c'est qu'il faut bien comprendre ce dans quoi on investit. Il faut comprendre le marché en général. Ça permet d'éviter les erreurs. Après, les émotions, ça vient au-dessus. Ouais. Ça vient se rajouter, mais après, chacun a sa capacité à les gérer, donc ça, on peut difficilement donner des conseils puisque c'est propre à chacun. Ouais. Et la plus grande réussite, le move dont tu serais la plus satisfaite? Mais là, en fait, moi, c'est quand même assez récent, donc je pense que là où je serai le plus satisfaite, c'est quand je vais sortir d'une boîte avec un beau multiple. Ouais. Là, je vais être clairement fière de mes investissements et je sais que ça va arriver. Mais Ouais. comme c'est encore assez récent, il faut que. Pour patienter. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est quoi pour toi l'élément le plus important à suivre dans l'investissement? L'élément le plus important à suivre, Ouais. déjà, faut savoir gérer son patrimoine, faut savoir allouer correctement en fonction de son capital, faut savoir répartir intelligemment, c'est-à-dire Ouais. mais avoir une partie. Après, si les gens veulent placer tout en crypto, il y a différentes manières d'investir en crypto. Hein. On peut faire des choses très stables dans la crypto, même si ça peut paraître fou, mais si, on peut faire du staking de stablecoin, c'est hyper stable, il n'y a pas de Mhm. risque. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. On peut donc voilà. Après, ce qu'il faut, c'est avoir une partie stable, une partie plus risquée pour pouvoir justement faire du chiffre, hein, faire des bénéfices. Puis après, il faut viser une partie aussi plus ou moins long terme. Ouais. Investir dans Donc, des projets. ce, ce, ce serait du money management ou de la gestion du risque. Oui, Pour toi, c'est l'élément le plus important à savoir gérer suivre. son risque. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais, L'élément ouais. le plus important. Et Ouais, différencier carrément. son risque. On va pas avoir que du très risqué ou que du très stable, parce que du très stable, c'est pas hyper palpitant. Et puis ça fait pas beaucoup de rendement, mais gestion de risque. Ouais. Oui, oui, bah après, ça dépend aussi de la logique dans laquelle on est. Si on est dans une logique de développement de capital ou plutôt de conservation. Si on est en phase d'expansion, de développement, on va plutôt aller prendre du risque. Et en Oui. phase de conservation, on va plutôt minimiser son risque. Tu faisais allusion au fait de faire travailler les stablecoins. Mm. Euh, tu le fais actuellement Oui. en finance décentralisée, plutôt finance centralisée. Non, finance décentralisée. Oui, je fais du staking de stablecoin sur certains protocoles. Ok. Protocole DeFi, tu veux les citer ou? Mais là, en fait, là, je suis sur MorphoBlue. Donc, Ok. voilà, c'est pas risqué, c'est bon, il y a un rendement correct, je trouve que c'est bien. Ouais. Ça fait longtemps du coup que tu profites de la finance décentralisée pour faire travailler on va dire ton cash numérique. Non, ça c'est assez récent. Ouais. C'est assez Ok. récent, je suis en train de tester tout ça, donc
Moi, Ok. je trouve ça assez rassurant, en fait, hein, de se dire que, ben, en finance décentralisée, on peut avoir, comme ça, des rendements, passifs, stables, pas Mm, trop mm. risqués. En fait, on pense que la crypto risquée, en fait, non. En fait, on peut tout à fait ne pas trop prendre de risques, et sécuriser son argent, parce que moi, je le trouve quand même beaucoup plus sécurisé sur un protocole comme ça que sur un livret. Et Les rendements sont meilleurs. Euh, aussi, ouais. ça, c'est sûr. Moi, ce que je trouve un peu regrettable aujourd'hui, c'est que 99,5% des stablecoins proposés aujourd'hui, en tout cas pour du rendement DeFi, sont indexés au dollar. Et il y a très peu de produits aujourd'hui qui sont proposés en euros. Euh, non pas que je considère qu'aujourd'hui l'euro est mieux que le dollar, mais juste dans un souci de diversification, d'allocation de son cash, avoir comme ça un équilibre euro-dollar dans une période que je trouve en tout cas moi un petit peu incertaine en termes d'évolution de la paire euro-dollar. On est sur des niveaux un peu clés. C'est vrai que j'aimerais que ce soit possible d'avoir un peu plus d'euros à faire travailler en stablecoin, ce qui est pas trop le cas aujourd'hui. Et je sais pas dans quelle mesure ça peut changer, parce qu'au niveau européen, c'est quand même en termes de régulation sur les stablecoins, ouais, ils ont pas la même appétence que nos voisins américains. C'est sûr. À mon avis, ce sera pas pour tout de suite, hein. Ouais. Du coup, tu parlais de différentes façons d'investir en crypto. Donc, en l'occurrence, là, de manière plutôt passive et stable avec du lending en finance décentralisée. Donc, il y a l'achat, revente de crypto, tout simplement. Oui. Est-ce que tu utilises ou est-ce qu'il y a d'autres moyens d'investir qui te parlent? Après, c'est l'investissement directement dans la boîte, hein. Ouais. Et donc, Après, moi j'en vois un autre que je pratique pas, mais je voudrais avoir ton avis dessus, c'est sur le minage, d'investir soit directement dans, il y a pas mal d'entreprises, tu as dû en rencontrer, hein, qui font du service d'achat et d'entretien et qui gèrent du coup, on a juste à acheter la machine et eux s'occupent de tout, ou d'investir directement dans des grosses boîtes via des actions comme Riot ou Marathon. bah, en fait, on va dire la récompense pour le minage va tendre à diminuer de plus en plus. Donc, personnellement, moi, Mm. je suis pas rentrée dedans parce que comme je me suis intéressée à la crypto assez tard, enfin, j'ai trouvé que c'était assez tard. Peut-être pas, en fait. Mais je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup pour moi de commencer à investir dans le minage, sachant que les récompenses diminuent? Voilà, je préfère investir directement dans les projets. Je me suis pas orientée vers cette possibilité, mais oui, c'est une possibilité. Après, Mm. c'est une question de conviction. Ouais, il y a la conviction et puis il y a aussi la diversification. Trop de diversification tue la diversification aussi. Comme tu disais, il faut pouvoir suivre aussi les différents projets dans lesquels on investit. Même si le minage en soi, ça reste quand même assez passif. L'obsolescence des machines est quand même connue et donc voilà, il faut arbitrer à un moment donné pour éventuellement racheter une machine plus puissante. C'est un Moi, peu la course à la puissance de calcul. je préfère investir dans des projets qui vont tendre à exploser, en fait. Ouais. Au niveau des différents secteurs d'activité, toi qui rencontres du coup pas mal de boîtes qui se lancent, c'est quoi les tendances que tu vois en termes de secteur? Dans les cas d'usage de la blockchain, les entreprises, elles utilisent la blockchain pour développer des services, mais dans quel secteur? Alors, je pense que la blockchain devrait être intégrée à des secteurs qui sont déjà existants. Moi, j'ai investi dans des boîtes qui utilisent la blockchain dans le domaine de la boisson, par exemple. Ok. On voit pas trop le rapport comme ça, mais en fait, si, puisqu'en fait, mais pour tout ce qui est traçabilité, récupération de data, etc., c'est juste incroyable. Euh, En fait, je pense il faut se baser sur une problématique qui est existante et apporter une solution en venant y greffer de la blockchain. Donc en fait, je suis Ouais. pas cantonnée à un secteur puisque en fait tout dépend en fait du marché, de la problématique actuelle, etc. Ça peut être dans la food, ça peut être dans plein de secteurs en fait. Et j'avoue, sur les boissons, ça m'intrigue un peu, parce que je vois pas trop le lien en termes de traçabilité.
C'est quoi qui est tracé? C'est l'origine de la boisson, c'est pouvoir garantir la qualité. Ouais, tout est tracé, hein, que ce soit l'hygiène au niveau des machines qui distribuent les boissons, toutes les transactions qui sont effectuées par les personnes qui vont venir se servir. On peut voir si les personnes consomment plus ou moins sur une même soirée. On peut tracer, oui, la provenance. De toute façon, la provenance, elle est déjà définie puisque l'entreprise travaille avec des fournisseurs qui sont déjà préétablis. Mhm. Tout est tracé en fait. La consommation qui va être faite sur tel ou tel événement, ça permet après de savoir un petit peu quel chiffre d'affaires va pouvoir être effectué en fonction des événements, des bars sur lesquels les machines sont distribuées. En fait, tout peut être tracé. Ouais. Et c'est quoi le problème qui vient être résolu? Ah, mais pour cette entreprise-là, parce que je la prends en exemple, parce que pour moi, elle est vraiment représentative d'une solution à apporter à un problème clairement existant. Mais en fait, quand vous allez sur un festival, vous avez souvent des files d'attente interminables pour vous servir un coca. Et en plus de ça, on vous sert ça dans des gobelets en plastique. Et en gros, à la fin d'un match, vous avez des milliers de gobelets en plastique, de bouteilles en plastique amoncelées, voilà. Et donc en fait là la solution apportée c'est que les gens se servent eux-mêmes sur une fontaine. Ils ont l'impression de payer avec une carte qui recharge eux-mêmes comme ça de façon simple. Sauf que la différence c'est que comme les gens se servent eux-mêmes et que c'est très rapide, ça vous diminue en fait le temps de latence au fil de l'attente. D'accord. Voilà. Et en plus de ça, mais ça réduit considérablement tout ce qui est déchets plastiques, etc. Donc en fait, il y a une double problématique qui est résolue. Mais c'est surtout de base pour limiter les temps de file d'attente. Ouais. Ok. Ça marche. Donc il n'y a pas de finalement pas de secteur d'activité qui se dégage plus qu'un autre. Je te pose la question parce que moi qui suis plus dans l'investissement crypto que dans l'investissement d'entreprise, start-up ou entreprise déjà établie, Oui. il y a des narratifs quand même qui ressortent euh, dans des tendances, l'intelligence artificielle, le real world assets. Oui, oui, il y a des tendances, mais moi je ne suis pas les tendances. J'ai envie d'investir dans des projets qui vont fonctionner parce qu'ils résolvent une problématique existante. Après, oui, je sais qu'il y a des tendances, des hypes, etc. Mais j'ai jamais été du style à suivre les tendances en fait. Ok. Si ça résout un problème, si ça apporte une solution, oui. Après, le problème, c'est que quand il y a des centaines de boîtes qui se concurrencent autour d'une même thématique, ça devient compliqué de faire son choix et ça a plutôt tendance à me faire fuir que l'inverse. Ouais. Hmm. Parce qu'on sait plus laquelle choisir. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un piège à éviter quand on investit dans les startups? Ah oui, il faut pas se dire ah, je vais faire x100 dans 5 ans et puis tout mettre son argent parce que voilà le projet, on a été séduit par le projet, par le fondateur, par le discours, etc. Projet révolutionnaire. Non, faut quand même faut avoir une partie d'analyse assez froide. Il faut, voilà, il faut être capable de comprendre réellement ce que le projet va apporter. Et Hmm. il faut pas partir à s'imaginer en fait des choses parce que c'est vrai que il y a un peu une. Et je vois un petit peu, il y a beaucoup de gens qui investissent dans des startups en s'imaginant devenir extrêmement riches voilà, au bout de 2-3 ans. Alors c'est tout à fait possible, mais Hmm. si avec ses émotions, si on investit trop émotionnellement, ce qui va se passer, ça va être l'inverse en fait. Donc Ouais. oui, il y a un piège à ne pas tomber, c'est de ne pas se laisser envahir par ses émotions. Ok. Oui, donc ça rejoint aussi du coup l'investissement crypto, où je pense, moi en tout cas, c'est que les émotions nous font prendre très souvent des mauvaises décisions, et qu'il faut vraiment être à l'écoute de ces émotions et des émotions du marché, euh, et du bruit de marché du coup ambiant, et essayer autant que possible d'aller un peu à contre-tendance. Comme le dit Warren Buffett, soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. C'est plutôt un excellent conseil, en tout cas. Depuis moi maintenant 8 ans que j'investis dans la crypto, j'ai remarqué que c'était quand même extrêmement juste, et je pense que ça date pas d'hier.
et que ça continuera de durer encore pendant longtemps, puisque c'est tout simplement la base de la psychologie des marchés. Donc après, le jour où on sera tous remplacés par des robots et des IA, bon, ça serait peut-être une autre histoire. Euh, On mais n'en est pas encore là. fort heureusement pour nous, voilà, c'est pas encore le cas. Concernant les tendances, du coup, j'aurais quand même bien voulu que tu parles je sais pas, de projets, comment dire, sur ce que peut apporter la blockchain de manière concrète. Parce qu'aujourd'hui, dans la crypto, moi qui suis du coup depuis plusieurs années, je vois beaucoup de projets révolutionnaires, beaucoup de projets qui sont censés changer beaucoup de choses. Et au final, les jetons, ils tendent à zéro. Les entreprises, après, elles ont plus les moyens de continuer de se développer. Donc, il se passe plus grand-chose. Je pense à des projets, par exemple, on parlait de traçabilité liée à la supply chain. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la grande distribution chez Carrefour. Et pour moi, c'était vraiment un cas d'usage qui me semblait évident. Et je pensais qu'on aurait la blockchain, en fait, qui viendrait partout dans la grande distribution, mais plus globalement dans la supply chain. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour lutter contre la contrefaçon. Enfin, il y a plein de choses pour garantir la qualité de l'origine des aliments, pour tout ce qui est labellisé ou pas. Hein. Sur un projet là-dessus. Ouais. J'ai un projet que je vais présenter prochainement où justement on est sur de la traçabilité. Donc ça peut être effectivement implémenté dans pas mal de secteurs. Alors ça peut être implémenté dans l'aéronautique, donc pour une question de traçabilité des pièces en fait. Ça peut aussi être mis, ça fonctionne sur un système de puces en fait, Ouais. qui va être déposé voilà sur un objet et qui ne pourra pas être enlevé parce que dès qu'il est enlevé, ça va se voir. Donc on va suivre, pour l'aéronautique, on va pouvoir suivre par exemple si les pièces ont bel et bien eu leur maintenance comme il se doit. Mhm. Pour l'industrie du luxe, on va pouvoir placer des puces, forcément pour à la fois suivre s'il n'y a pas des vols, etc., mais aussi voir s'il y a de la revente après des produits de luxe. Ça se Ouais. sera tracé sur la blockchain. Ouais, franchement, c'est un projet vraiment top, mais je vais pas dire le nom puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, je Bien dis sûr, bien comme sûr. ça, Oui, oui. projet. Mais en tout cas, oui, si, c'est en cours. Hmm. Et il y a clairement un énorme potentiel là-dessus sur la traçabilité physique euh, Et, dans le luxe, dans l'aéronautique, dans d'autres secteurs aussi. et c'est un projet qui aura pas de jetons. En fait, moi, je me suis essentiellement intéressée au projet, à la tech, etc. Le jeton, je pense qu'il va servir peut-être à lever des fonds. Je sais La gouvernance. Ouais, mais bon, en tout cas, je me suis pas attardée à questionner par rapport à ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, Hmm. c'est en gros qu'est-ce que ça apporte de plus que ce qu'on a maintenant. Et clairement, actuellement, il y a vraiment une défaillance au niveau, oui, au niveau traçabilité, etc., dans plein de secteurs. Donc là, oui. Là, dans ce cas, oui. Et est-ce que tu pourrais nous parler d'un autre projet, sans citer le nom, dans lequel tu as investi? Ouais. Quel problème il résout? Qu'est-ce qu'il apporte? Sans en parler, je sais pas si c'est possible. Enfin, sans dire le nom. Mais j'ai un projet qui va être un peu comme le Moody's, mais dans la crypto, c'est-à-dire pour noter les projets, puisqu'il y a des tas de Ok. projets qui naissent, des tas de tokens, on ne sait plus. Et là, le but, en fait, ça sera de les noter, de les Ouais. évaluer, de les comparer. Et mais comme ça, au moins, l'investisseur sait un petit peu à quoi s'en tenir. Mhm. C'est un projet oui, 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 enfin, pour moi, il y a un besoin, parce que là, actuellement, justement, on ne sait pas comment évaluer les projets, donc ça, c'est un projet que je vais investir dedans, c'est sûr. Mhm. C'est un projet qui permet d'analyser les projets crypto? C'est ça, un peu comme AAA, etc., mais là, ce Ouais. sera pour la crypto. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer, que ce soit dans l'investissement startup ou l'investissement directement dans des projets crypto? Mais je pense que avant de se lancer, il faut déjà regarder si le projet qu'on souhaite mener va répondre à une problématique
réellement, existantes ou pas? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de vouloir développer un projet basé sur une tendance, une hype actuelle et qui risque malheureusement de tomber à zéro d'ici quelques temps? Mhm. Bien s'entourer pour ceux qui se lancent de personnes qui leur sont complémentaires au niveau des compétences, des gens avec qui on peut s'associer sur la durée, des gens avec qui on va être capable d'affronter les obstacles quand il y en aura, hein, puisqu'on ne peut pas s'associer avec quelqu'un simplement parce qu'on s'entend bien. Il faut, voilà, il faut que derrière, on soit capable de mener à bien le projet sur le Mhm. long terme. Euh, Bien s'entourer, ça c'est essentiel. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que tu aurais un... merci beaucoup déjà. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, je suis assez étranger en fait à tout ce qui est investissement startup. Du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir échanger avec toi et apprendre du coup de ton parcours qui a commencé du coup il y a quelques mois, années, donc dans l'investissement crypto et startup lié à l'écosystème tech au sens large, mais ça inclut du coup la partie blockchain et crypto. Euh, donc merci beaucoup. Je te laisse un petit mot de la fin avant de finir cet échange. Eh bien, merci Jonathan déjà de m'avoir accueilli dans ta chaîne. Merci aussi pour tout ce que tu partages puisque je regarde tes vidéos et franchement j'apprécie beaucoup le partage d'informations que tu fais sur la chaîne YouTube. Merci. Mais moi j'invite les gens à venir me rejoindre dans le club Phoenix puisque je partage des opportunités, je partage des actualités sur la crypto. On fait des lives avec des fondateurs hyper intéressants. Donc s'il y a des gens qui ont besoin d'investir, qui ne savent pas dans quoi investir et qui veulent diversifier leur patrimoine, orientez-vous vers les startups. Sincèrement, au moins vous mettez votre argent dans des projets qui vont clairement Mm. permettre de faire évoluer la société. Donc c'est vraiment utile, vous participez à des projets concrets, voilà. Et donc n'hésitez pas surtout à venir nous rejoindre et puis encore merci pour l'interview, Jonathan. Avec plaisir. Donc le lien pour aller voir le profil de Claire sur LinkedIn et la contacter, du coup, est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut Claire. Salut!